Ce soir, je vais vous parler de comment on peut réparer des fuites mémoire en Node.js en vous parlant d'une expérience que j'ai eue récemment. Deux mots sur moi, je m'appelle Guillaume, je travaille chez Theodo en tant que tech lead. Et à Theodo, on développe des applications web pour des clients. Et un de nos clients, c'est Marmiton, sur lequel j'ai eu récemment affaire à un problème. Donc Marmiton, je ne vous le présente pas, mais je pense que tout le monde connaît. Premier site en cuisine, le top 50 dans les sites français à être visionné chaque mois par des dizaines de millions de personnes. Et donc leur gros enjeu pour eux, c'est d'être bien référencés sur les moteurs de recherche, parce que sinon ils perdent un peu ce monopole qu'ils ont. C'est ce qu'on appelle le Search Engine Optimization. Et c'est pour ça que quand on a refondu leur front, on est parti sur des technos récentes comme React, avec ce qu'on appelle du server-side rendering. Ça veut dire qu'on a un serveur qui va se charger de précharger la page, puis de l'envoyer au client. Comme ça, Google, qui va récupérer toutes les pages de l'Internet, va pouvoir voir une page complète et pouvoir scanner les bons mots-clés qu'il faut. Et donc c'est pour ça qu'on a un front avec un serveur derrière. Ce serveur, c'est un serveur Next.js, ça tourne sous Node.js, donc c'est du JavaScript qui est exécuté derrière. Et c'est pour ça que je vais vous parler de fuite mémoire de JavaScript. Notre backend, pour la culture, c'est la première fois qu'on a fait du serverless avec des lambdas et l'API Gateway chez AWS. Voilà, si ça vous intéresse, on pourra en parler à la fin. Mais pour reparler de Marmiton, ce jour-là, on a eu un problème. On avait un temps de réponse de notre site qui, de temps en temps, à peu près toutes les heures, arrivait à 30 secondes. Donc 30 secondes pour charger une recette, c'est pas très fun. Et en regardant un petit peu, qu'est-ce qui se passait sur notre serveur qui envoyait nos pages web? On avait régulièrement notre mémoire de serveur qui atteignait 100%, et donc on avait notre serveur qui redémarrait. Donc quand je parle de mémoire, je parle de la mémoire RAM du serveur, et la mémoire sur laquelle est exécuté le code JavaScript. Et en plus, on voit bien que notre site est plus utilisé la journée que la nuit. Donc là, je me suis dit, il y a un petit problème de mémoire. On va essayer de voir comment ça se passe. Alors, pour pouvoir parler de comment on a résolu ces problèmes, il faut d'abord que je vous parle de comment ça marche la mémoire en informatique. Alors, il y en a peut-être qui connaissent comment ça marche sur des langages bas niveau, C, C++, voire COBOL, Fortran, Pascal, que j'ai jamais fait, mais peut-être mes parents, mes grands-parents ont fait. Et en fait, c'est quand on veut faire de la mémoire, gérer de la mémoire dynamiquement, on va utiliser des fonctions comme malloc et free qui vont dire à notre système d'exploitation réserve-moi de la mémoire ou libère-moi de la mémoire. Avec C et C++, on a des opérateurs new et delete. Et donc, si je prends un exemple très basique en C, sans rentrer dans les détails, si je veux récupérer un tableau de 4 cases mémoire, je vais demander alloue-moi 4 cases mémoire et le système d'exploitation va réserver 4 cases mémoire. Puis je vais réserver peut-être un deuxième pointeur. Je vais faire des choses avec mon pointeur, je vais remplir ce qu'il y a sur ces données. Je vais afficher des données. Et à la fin, quand j'ai plus besoin de ma mémoire, il faut que je pense à dire libère-moi cette mémoire, sinon mon système d'exploitation considère qu'elle est toujours allouée. Voilà, donc cette gestion manuelle de mémoire, même si en C, C++, c'est un peu plus simple que ça parce qu'on a des outils pour gérer mieux la mémoire. On a des smart pointers en C++ par exemple. On pourra parler, si vous voulez, après il y a quelqu'un dans la salle qui connaît bien le sujet de C++. Donc on a un contrôle total de notre mémoire, mais ça fait beaucoup de code à maintenir. On a un risque de bug aussi si on ne libère pas bien notre mémoire. Et donc aujourd'hui sur un certain nombre de langages haut niveau comme Java, Python, Go, C#, JavaScript, on va utiliser de la gestion automatique de mémoire. Et je vais essayer de rentrer un petit peu dans le concept de comment ça fonctionne derrière, avec l'exemple du garbage collector ou ramasse-miettes en JavaScript, qui est l'outil qui va permettre de gérer la mémoire automatiquement en JavaScript. Donc quand je vais affecter une variable, donc c'est un objet qui a une clé qui associe la valeur 1, je vais stocker ma variable A ici dans un espace, on va dire, c'est un espace mémoire. On ne sait pas exactement comment ça marche derrière. Et puis si j'affecte la variable B, je vais pareil stocker un objet B qui référence mon objet A. Et puis si je veux changer la valeur de A parce qu'elle ne me convient plus, je vais créer un nouvel objet. Je ne vais pas supprimer l'ancien, je vais en créer un nouveau.
Et puis à nouveau, si je veux créer à nouveau ma variable a, lui changer de valeur, je vais créer un nouveau a. Donc là, on voit bien qu'il y a des variables qui vont être inutilisées, qu'il va falloir nettoyer au bout d'un moment. Et pour ça, régulièrement en JavaScript, un garbage collector qui va tourner et qui va essayer de voir quels sont les objets qui sont accessibles par le garbage collector et par la fonction dans laquelle je suis. Donc ça va être toutes les variables globales ou toutes les variables de contexte, donc de contexte de ma fonction. Donc là, mon garbage collector, il va passer, il va regarder mon A, il est accessible, mon élément B, il est accessible, et il va faire un parcours d'arbre pour analyser quelles sont toutes les références que, depuis la racine, je suis capable d'accéder. Donc on est capable d'accéder à A, à B, et à ma première valeur d'objet, puisque B stocke la référence du A. Et donc là, on voit qu'il y a un objet qui n'est plus accessible par la racine de ma mémoire. Et donc cet objet-là, on peut le supprimer, on ne pourra plus jamais y accéder dans le programme. Et donc c'est ce que fait le garbage collector régulièrement. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Là, je vous ai présenté un algorithme simplifié de mark and sweep. En JavaScript V8, c'est un peu plus optimisé que ça. On pourra en parler si vous voulez tout à l'heure. Déjà là, si vous ne connaissez pas le concept, c'est déjà un gros élément. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un parcours d'arbre pour détecter quels sont les éléments accessibles. Donc si on revient à nos fuites mémoire, comment est-ce qu'on crée des fuites mémoire? En C ou C++, en bas niveau, on oublie d'appeler des opérateurs comme free ou delete. Alors qu'en JavaScript, pour créer des fuites mémoire, en fait, il faut avoir des variables globales qui grossissent, des objets qui vont contenir des références qu'on n'utilise plus. Donc, par exemple, je vais stocker plein de choses inutiles. Ou on s'abonne à des événements sans se désabonner, ça c'est plus pour du front-end. On sait qu'on peut avoir des fuites mémoire. Quand ça nous arrive et qu'on voit le graphique qu'on avait au tout début, comment est-ce qu'on fait pour débugger notre serveur? Pour ça, quand on utilise Node pour exécuter du JavaScript, Node nous fournit une API quand on utilise l'option inspect et qui nous permet d'analyser la mémoire de Node. Pour résoudre le problème de mémoire que j'ai eu, j'ai utilisé les Chrome DevTools. Donc c'est directement dans Chrome, on peut utiliser un outil. Et il y a un onglet qui permet de vérifier comment se comporte la mémoire en temps réel. Donc pour ça, on utilise la location instrument on timeline. Donc on va regarder sur une timeline comment ma mémoire se comporte. Et quand j'ai un serveur sans memory leak, qu'est-ce qui va se passer? Alors on ne voit pas très bien, je pense, ici. Mais en gros, à chaque requête, il va y avoir un pic de mémoire, un chargement de mémoire. Et notre garbage collector, à la fin de ma requête, il va passer et il va nettoyer la mémoire qui est inutilisée. Ici, on voit dans la capture d'écran que sur un serveur qui renvoie une chaîne de caractères Hello Human Talks, je vois ma chaîne de caractères une fois dans ma mémoire, alors que j'ai fait 5 requêtes. Et donc on voit aussi, comme j'ai fait 2 snapshots de mémoire à intervalles réguliers, en appelant régulièrement mon serveur, je vois aussi que ma mémoire de ce serveur est constante. Donc ça, c'est un serveur qui se porte bien. Le code de ce serveur, c'est un code où en fait je charge un fichier de 1 MO au début et je le renvoie quand on appelle mon API. Je ne vais pas rentrer dans le détail du serveur, mais si vous voulez, il y a un repo qui permet de reproduire cette manip. Et si jamais je m'amuse à stocker les réponses que j'envoie à chaque fois qu'il y a une requête de mon serveur, dans un tableau qui est une variable globale, ce qui est... ça peut paraître évident, mais en fait, ça peut facilement arriver dans un programme complexe. Dans ce cas-là, ma mémoire n'est jamais libérée, et je vais voir dans ma mémoire, à chaque requête, une nouvelle string de 1 MO. Et 1 MO de mémoire, avec le temps, et quand on a 10 millions de visiteurs par mois, ça charge vite un petit serveur de 2 Go de RAM. En pratique, qu'est-ce qui nous est arrivé, nous, sur Marmiton? On avait une mauvaise configuration de Material UI qui permet de faire du design. Et à chaque fois qu'on avait une requête, on avait une style sheet de 30 kilooctets, donc c'est 30 000 caractères, qui étaient chargés, qui étaient générés. Et donc en 1 heure, on avait notre serveur qui était plein. On a eu d'autres fuites mémoire. Donc avant-après, voilà, on voit qu'on a corrigé les problèmes, qu'on pouvait manger notre pizza aux champignons après la correction. Je vais passer à l'épilogue. Il y a plein d'histoires mémoire qui peut y arriver. Ce qu'il faut se retenir, c'est qu'en 2022, on peut encore avoir des fuites mémoire. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on a quand même des outils pour les analyser, que je vous ai montré brièvement.
Des outils aussi pour les détecter, on peut mettre du monitoring sur notre mémoire. Retenir aussi que notre ordinateur, il est très puissant, mais que notre petit serveur, il n'est pas très performant. Et donc on peut avoir des dissonances entre ce qu'on pense être, fonctionner sur notre machine et ce qu'on va mettre sur notre serveur. Et on a aussi souvent un lien entre mémoire et processeur. Mais c'est pareil, on n'a pas trop abordé ce thème-là, mais c'est aussi un apprentissage que j'ai eu pendant mon souci. J'ai quelques références si ça vous intéresse, et merci pour votre attention. Comment est-ce que dans mon code avec l'outil que j'ai utilisé, comment est-ce que je fais pour détecter, revenir dans mon code et savoir où est la fuite mémoire, ça. Donc c'est assez compliqué parce que l'outil est bas niveau, on voit vraiment la mémoire telle qu'elle est sous Node, donc assez optimisée. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Tu peux voir les objets qui contiennent les différentes références, donc tu peux remonter aux objets dans ton code. Donc là, on pouvait voir que c'était bien l'objet storage, le tableau qui contenait ma chaîne de caractères. Après, tu peux regarder à quel endroit de ta requête, tu peux zoomer en fait sur ta mémoire qui est chargée et à quel moment de la requête c'est chargé. Tu peux aussi faire des comparaisons entre différents états de ta mémoire et voir quels sont les éléments qui ont été rajoutés et retirés. Donc c'est un peu en tâtonnant parce que tu es quand même sur assez du bas niveau et donc c'est dur de remonter en haut. Mais en faisant un peu plusieurs expériences, tu peux réussir à remonter à ton code. Alors comment est-ce qu'on détecte les bouts de mémoire qui sont en trop, les blocs de mémoire qui sont en trop? C'est à peu près la réponse que je t'ai donnée, c'est-à-dire que c'est difficile. On n'a pas les mêmes outils déjà sur Java et sur JavaScript. Là, je pense que c'est le meilleur outil aujourd'hui pour détecter les fuites mémoire, donc c'est pas très performant, ou pas très développé, on va dire. Après, tu peux filtrer par taille, par type d'objet, par taille d'éléments. Et donc, ça peut te donner des idées de quels sont les éléments qui sont gros ou quels sont les types d'objets qui sont fréquents. Mais tu n'as pas beaucoup d'options avec cet outil. C'est une très bonne chose de forcer le garbage collector pour pouvoir voir ce qui reste. C'est aussi ce qui permet de faire des comparaisons entre deux snapshots pour être sûr que, par exemple, tes requêtes, quand quelqu'un fait une requête à ton serveur, tu vas stocker des choses en mémoire. Et donc ça, normalement, tu n'en as plus besoin dès que la requête est terminée. Et donc tu forces le garbage collector à clôturer, fermer les WebSockets et à les supprimer de ta mémoire. Le Chrome DevTools, tu as à la fois l'exécution dans le navigateur, mais tu as aussi une option pour se connecter à une WebSocket fournie par Node. Et donc, c'est une fenêtre à part qui permet de visualiser la mémoire d'un serveur que tu fais tourner sur ta propre machine.